Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de l'art, la culture, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema. Les épisodes s'enchaînent toujours et aujourd'hui on a la chance d'avoir un invité spécial. Je le dis toujours, mais ils sont tous spéciaux. Donc voilà. Aujourd'hui on a Jonas Bloch. Bonjour, merci de me recevoir. Comment tu vas? On se redit bonjour comme ça on avait pas dit bonjour. Yes. À chaque fois. Eh ben écoute, ça va très bien et apparemment tu vas bien aussi, tu m'as dit? Oui, ça va super. Okay. Donc t'es de passage en Belgique. Oui, je suis de passage pour présenter mon fils qui est né il y a un mois à ma famille côté belge. Super. Ouais. Sympa. Il fait beau. Il fait magnifique comme d'habitude. Ma copine est ravie. Non, mais c'est le temps belge, quoi. C'est un peu de pluie, ça fait du bien. Tu profites encore des trucs ici en Belgique quand tu viens ou c'est vraiment que famille et tu fais pas? Non, vraiment... j'ai pas mal de potes encore. J'ai fait toutes mes études lycée, collège à Bruxelles, donc j'ai encore plein de potes ici. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est vrai. Et tu fais quoi en général ici? Ici, je vais voir mon frère jouer au foot. Je fais des barbecues. Je fais des parties de paddle. Oh. Yeah. Je pense à la régie qui a joué au paddle hier. Ah ouais, j'adore le paddle. Parce que moi, je jouais beaucoup au tennis. Ouais. Et maintenant, c'est un peu le paddle. Ah, nous, c'est l'inverse. On se met au tennis. Moi, j'ai toujours été très basket. Et là, elle m'a forcé à me mettre au tennis et c'est pas mal. Moi, j'ai fait beaucoup. Mon père est prof de tennis. Ah, donc ouais, j'ai commencé très tôt. Ben écoute, je cherche un prof de tennis. Ah ouais? Bah je te filerai le numéro de mon père. Il est génial. Faut que je m'améliore, donc oui. Ouais, bah grave, je suis compétitif dans à peu près tout ce que je fais, donc commencer un sport et se sentir bof, voir le terrain d'à côté des gens qui jouent extrêmement bien, je le vis très mal. Et ben je te filerai son livre, il sera ravi. Franchement super. Ben écoute, on va parler de toi et de choses qui t'entourent un peu pendant ici une petite heure. Ouais. Bon, la première question qui me vient, j'ai un peu regardé tes films, mais j'ai aussi regardé un peu tout ce qu'il y avait autour de toi, un peu ton histoire. Tu commences très très tôt, 15 ans 15 ans, ouais. 15 ans, on te repère, c'est ça, si j'ai bien compris? Casting sauvage. Ouais, c'est un casting sauvage dans un club de tennis, justement, parce qu'ils cherchaient un joueur de tennis de 15-17 ans, on va dire. J'avais 14 ans à l'époque. Et c'est ma mère qui a trouvé l'annonce dans ce club. Je venais de gagner mon match, donc j'étais de bonne humeur. Et du coup, j'ai décidé de passer le casting. C'est ma mère qui m'a un peu poussé. Moi, je savais pas trop pourquoi, mais j'ai dit OK et je l'ai fait. J'ai été pris. Ok, il y avait pas une idée de vouloir être acteur. Absolument pas. Rien à voir. Non, mais pour moi, c'était même pas possible. C'était inenvisageable dans le sens où j'y avais même pas pensé. Ok. Et quoi, et ta maman pensait que tu pouvais être acteur? C'est quoi qui lui a dit je vois cette affiche et je le vois. Déjà il gagne ses matchs donc c'est sûr il sera bon. mais franchement je sais. Alors apparemment quand j'étais petit je kiffais faire des spectacles, je me déguisais en Michael Jackson, je chantais, je dansais, tout ce qui était fancifère, j'étais toujours au devant de la piste. Donc je pense que j'avais ce petit truc de genre kiffer être devant la caméra, faire un peu le show. Ok. Mais pour moi, c'est soit je devenais tennisman, soit je faisais des études d'ingénieur à 15 ans. Donc, voilà. Rien à voir. Rien à voir. Et du coup, tu le fais ce casting? Je fais ce casting. L'histoire dira que tu as été pris. Ouais. Il semble. Ouais. Et puis j'ai visiblement adoré ça. Et du coup, j'ai décidé. T'as vraiment adoré ça vraiment du premier coup? Ouais. Moi, j'ai adoré ça. Ok. Tournage de septembre, 2 mois, septembre-octobre, donc je rate 2 mois d'école. Je suis premier rôle, donc je m'emmerde jamais. Ouais. Parce que tu sais, c'est pas genre second rôle où bah t'as des jours où t'attends 5 heures, tu tournes une demi-heure. Non, je suis premier rôle, je suis de tous les plans. Okay. Je suis traité comme un petit prince, tout ça. Je me dis mais c'est ça que je veux faire. Après, il y a eu des illusions, mais le premier tournage était juste incroyable. Et quand tu sors de ce tournage, bon déjà je comprends que ça s'est bien passé. Quand tu sors de ce tournage, pour toi c'est évident, c'est ça que tu veux faire dans ta vie? Oui. Ok. Ça a un peu stressé mes parents, mais ils avaient plus le choix. Maman, c'est ta faute. C'est bon. Grave. Ok, et pour toi, c'était possible en Belgique? Parce que c'était en Belgique, du coup. Ouais, c'était en Belgique, mais c'est vrai que ce film-là, grâce à ce film, j'ai rencontré une agent qui était française, parisienne, qui m'a conseillé, après mon bac, de venir à Paris pour faire une école de théâtre à Paris, et depuis, j'ai plus quitté Paris parce que, il y a plus de casting là-bas, il y a plus d'opportunités, et du coup, puis j'ai rencontré ma chérie, mes potes, tout ça. Donc, je suis resté à Paris. Donc pour tes parents, le départ vers la France. Moi, j'en avais trop besoin. Ouais. Mon père, ça a été plus compliqué, mais en même temps, voilà, il fallait que je parte. Pour mon frère, c'était un peu dur aussi. Mais bon, il fallait que je le fasse. J'ai tout fait à Bruxelles. Ouais. Il y avait plus de tennis pour toi à ce moment-là? Non, j'avais complètement lâché. Je crois que j'avais commencé trop tôt. Les tournois à la compète, c'est un peu trop stressant. Et puis à 15 ans, on préfère sortir les week-ends que de se reposer pour faire des tournois.
Ok. Donc après ton bac, tu vas à une école de théâtre. Elle s'appelle comment? L'école Eva Saint-Paul. Ok. L'école de Luc Besson, c'est ça? Non. D'abord, j'ai fait 3 ans de théâtre qui s'appelle l'école Eva Saint-Paul. Ok. C'est une petite école un peu privée, tout ça, on connaît pas trop, mais j'ai adoré. Ouais. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 2 ans d'école de réalisation à l'école de la Cité, l'école de Besson. Ok. Et pourquoi tu voulais aussi réaliser? Ouais. Pour toi, c'était directement aussitôt? Parce que tu restes quand même très jeune. Ouais, mais après 3 ans de théâtre, après 3 ans de casting un peu raté, tout ça, je me suis dit, mais j'en ai ras le cul d'être un peu la marionnette de réalisateur, de producteur, donc j'ai envie de créer mes choses aussi. Okay. Et je me suis dit, vas-y, on va essayer de réaliser, d'écrire. Ok, donc les 3 ans qui passent là, où tu fais tes castings, pour toi, ça te plaît pas trop ce qui se passe? Bah, j'adore jouer, j'adore tout ça, mais en fait, ça prend pas. Ok. Je fais des projets à droite à gauche, je fais des super projets, je tourne pour Besson, tout ça, mais c'est 3-4 jours. Puis finalement, j'ai de nouveau 6 mois où il y a rien qui se passe. Et je me dis, c'est chiant d'avoir des noms de directeurs de casting, tu sais jamais pourquoi, ou alors tu passes un casting, t'as pas de news pendant 4 mois. T'es là, non. Moi, je me pose la question parce que je connais pas enfin, je suis fan de cinéma, mais je n'ai jamais passé de casting. Est-ce qu'il y a vraiment une difficulté, dans le sens où, donc tu passes des castings, t'as pas l'explication de pourquoi t'es pas pris? C'est rare. Okay. Quand c'est un nom, la plupart du temps, t'as juste pas de réponse, t'as pas de retour. Donc, en gros, on te laisse attendre pendant 1 mois, 2 mois. Bon, si t'es pas trop con, tu comprends vite que tu l'as pas. Ça fait 2 ans, mais je pense qu'ils vont bientôt. Le film est sorti, mais il y a une V2 qui J'y crois encore, putain. Et du coup, et sinon, quand t'as des retours, ça fait toujours plaisir, mais c'est souvent des retours où on a décidé de partir sur une autre direction. Ouais, ok. Et tu passes une grande quantité de casting en général à cette époque-là? Non. Il y en a pas beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup. Ok. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, donc tu fais ces castings-là, la période te plaît pas. En même temps, tu te disais déjà que tu voulais faire de la réalisation. Ouais, ça grandit un peu. Ça grandit petit à petit. C'est vraiment à la fin de ma 3e année où en fait on doit monter un projet. Pour cette fin de cursus d'école de théâtre où je me dis mais j'aime bien diriger aussi. Ok. Pourquoi pas tenter l'école de la Cité, le concours. Je passe le concours et par miracle je suis pris. Donc oui, j'ai vu très peu d'inscrits sur beaucoup d'applications. Beaucoup d'inscriptions au concours et très peu de prix. Oui. Donc je me sens chanceux. Et t'avais l'impression d'avoir déjà une fibre pour ça ou pas du tout? Quand tu le fais, tu dis ouah, le braquage. Bah en fait, j'avais la chance d'avoir déjà fait quelques tournages en tant que comédien, mais la réalisation, la caméra, tout ça m'avait toujours intéressé, donc j'avais quand même quelques connaissances. Okay. J'avais réalisé mon premier court / moyen métrage à l'école de théâtre, donc j'avais quelques bases. Okay. Contrairement à d'autres qui connaissaient vraiment rien et qui se lançaient dans ce truc-là, j'avais cette chance d'avoir déjà cette expérience-là. Et quand tu te dis la réalisation, ça me plaît, tu te dis j'ai envie de réaliser. C'est quoi que t'as envie de réaliser? Alors justement, ça c'est aussi ça, c'est que quand on me demande si j'ai envie de réaliser, oui, mais j'ai envie de réaliser mes histoires à moi. Okay. Je me vois pas faire des commandes pour, je sais pas, une plateforme qui me dit tiens, ça te dit de réaliser ce récit-là, ce scénario-là. Si ça m'appartient pas, je pense pas avoir cette passion-là de pouvoir m'approprier un scénario que j'ai pas écrit pour pouvoir le réaliser. Parce que pour moi, il faut être taré pour être réalisateur. C'est le métier, je pense, un peu le plus fou. C'est vrai? Bah moi, j'ai bossé avec des réals. Je voyais David Oureg, par exemple, réalisateur de Germinal. Ouais. Il a réalisé les 6 épisodes solo. Il avait 2 enfants de bas âge, sa femme était enceinte du 3e, il tournait dans le Nord, sa femme habitait à Paris, enfin ils habitaient à Paris tous ensemble, mais il arrêtait pas en fait, il dormait 3 heures par nuit. C'est un métier de fou furieux en fait. Okay. Et moi ça me fait un peu peur, moi j'ai envie d'avoir une vie en fait. Ok, enfin le temps passe un peu, tu trouves toujours que c'est un métier de taré jusqu'ici? Oui. Ok. Ouais, c'est pour ça que je pense que je réaliserai que les trucs qui viennent de moi ou en tout cas qui me touchent énormément, parce que je me vois pas partir sur une année complète d'aventure pour pas réaliser quelque chose qui me touche en plein cœur quoi. Ok. Et donc tu rentres dans l'école donc de Luc Besson après les 3 années de théâtre. Est-ce que t'as vraiment apprécié cette expérience là-bas? Ouais, j'ai adoré. Après, il faut savoir que c'était pas la première année de cette école, c'était la seconde. Okay. Donc l'école venait d'ouvrir, c'était un peu le bordel. La pédagogie, c'était pas peut-être le meilleur
c'était pas le point fort de l'école, mais toutes les rencontres que j'ai faites, on avait du matos, on était dans les studios à la Cité du Cinéma, on avait des intervenants quand même assez incroyables qui nous apprenaient plein de choses, mais c'est surtout qu'on avait du matos pour réaliser ce qu'on voulait tout le temps. Donc ça c'était juste. T'as réalisé beaucoup de choses là-bas? J'ai réalisé 3 courts-métrages en 2 ans et ensuite plein de petits trucs, des exercices, des sketchs on a monté un truc avec des potes qui s'appelait Sitcom Valley. Ça on a arrêté maintenant, mais on profitait de la Cité du Cinéma et du matériel de l'école pour pouvoir réaliser. Donc pour toi c'est un peu tout est kiff. Il y a pas forcément une ligne continue dans ton univers en tant que réalisateur. Est-ce qu'il y a un truc commun, tu penses, entre toutes tes réalisations? En tout cas, tous mes écrits, pour l'instant, j'arrive pas à sortir de ma vie personnelle. Ok, donc c'est toujours Ouais, tout ce que j'ai écrit depuis cette école, mon court-métrage, mon long-métrage, le long-métrage que j'ai encore envie d'écrire, c'est toujours très perso. Ok, t'as l'impression, t'arrives pas à partir dans... Tant que j'aurais pas réalisé ça, j'ai l'impression de pas pouvoir décrocher parce que je me sentirais pas légitime de faire autre chose. Et j'aurais toujours cette histoire-là dans ma tête et je me dirais genre mais pourquoi tu veux raconter autre chose que celle-ci en fait? Ah oui, c'est pas juste. Parce qu'on pourrait se dire des fois bon l'histoire que j'ai à la tête, elle est peut-être moins elle est moins sympa à voir que ce que je vais imaginer. Ouais, mais je me sentirais coupable de pas aller jusqu'au bout. Ok, pour toi c'est donc t'écris toujours par rapport à toi. Ouais. Et tu penses que t'as encore beaucoup de choses Non, c'est juste en gros c'est une histoire mais soit je la fais en court-métrage, soit je la fais en long. Après on nous dit souvent qu'il vaut mieux commencer par le court pour ensuite vendre son long, tout ça, enfin il faut passer les étapes et tout, mais c'est vrai que pour l'instant, j'arrive pas à sortir de cette histoire-là. OK. Et t'as l'impression que les courts-métrages que t'as fait, ça n'a rien à voir, c'était de l'école, c'est pas moi qui les écrivais. OK. Ah OK, c'est pas toi qui Non. OK, ça. Il y en a un que j'ai écrit. C'est vrai, je l'ai écrit dans la nuit, j'ai eu une sorte de flash et on l'a réalisé genre 2 semaines après et c'était génial. Un autre, c'est ma copine qui l'a écrit et un autre, une collègue de l'école qui l'avait écrit et voilà. Okay. Voilà, je voyais plus ça comme des films d'études, d'apprentissage, plus que mes films produits, tout ça. Enfin, on faisait ces films-là genre sans aucun sou Et toi, en tant que consommateur de cinéma, c'est quoi les films que tu regardais? Tu regardais un peu de tout? Moi, je regarde de tout. Ok. Vraiment, je regarde de tout. Après, je suis plus attiré par le cinéma international que le cinéma français, j'avoue. Okay. J'ai un peu de mal, j'avoue. En fait, j'ai l'impression que le cinéma français, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on va voir des comédies un peu potaches qui me font absolument pas rire, soit des films d'auteur qui me font chier. Donc, ça, je parle en tant que spectateur. En tant que comédien, j'adorerais jouer dans des films qui me font peut-être chier en tant que spectateur, parce que tu vois ce que je veux dire? Oui, ok, bah oui, ça peut être amusant. C'est-à-dire qu'il y a des rôles que je vais adorer jouer. Ouais. Mais si je vais les voir au ciné, ça va me saouler. C'est vrai que même moi, je trouve que je rattrape un peu. C'était comme tout, mais j'ai du mal avec le cinéma français de base. C'est plus international. À un moment donné, je suis très américain. Je pense que c'était un enfant des États-Unis là. Tu m'as quand même sorti ça. Oh non, quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Voilà. J'étais un enfant des États-Unis et c'est vrai que ça a tellement, c'est tellement énorme qu'après quand on regarde un peu du cinéma français, maintenant je vois pas la différence. Des fois il y a des films que je regarde, je me dis je savais même pas que c'était français. Mais à l'époque quand j'étais plus jeune, je trouvais qu'on voyait une vraie différence entre déjà des budgets, des trucs. Ouais, bah oui, c'est clair. Voilà, ça pique moins dans mes yeux. Non mais je pense qu'il y a un truc aussi, la différence avec le cinéma américain et le cinéma français. Attention, il y a pas tout à prendre dans le cinéma américain, mais il y a vraiment une différence entre le scénariste et le réalisateur aux États-Unis, ce qui fait qu'on a des vrais scénarios aux States, alors qu'en France, souvent le réalisateur va écrire ses propres films. Et du coup, je trouve que parfois le film français va avoir moins de moins de force parce que la structure du scénario va pas être aussi nette qu'un film américain où il y a le début, le milieu, la fin, le ventre mou, tout ça, ça va vraiment être genre très fort et très poussé en termes d'écriture, tandis que en France, le réalisateur est souvent auteur et du coup, parfois ça manque un peu de point de vue, d'un troisième œil ou quoi que ce soit. Je trouve. Souvent, et parce que moi je suis en novice là, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de scénaristes en France ou pas du tout, c'est juste que c'est une habitude un peu. Moi je pense qu'il y a beaucoup de scénaristes, mais le métier de scénariste n'est pas assez
reconnu en France, n'est pas assez apprécié en France. Contrairement aux États-Unis où les droits d'auteur sont beaucoup plus respectés, alors qu'en France, un scénariste avant qu'il soit bien payé, reconnu ou quoi que ce soit, c'est très compliqué parce qu'on va laisser la place à des réalisateurs écrire leurs propres films. Ok. Ouais, c'est vrai, j'ai pas, même s'ils sont en grève actuellement, mais ils ont pas. Bah ouais, mais ils ont raison, hein, les Américains de faire leur grève, tout ça, c'est. Oui, pour le coup, là, vraiment, il faut, ça devient inquiétant un peu. Mais... Ok. Et du coup, t'as eu des expériences aux États-Unis. Là, je fais un peu. Et t'as vraiment vu une différence, même en tant qu'acteur, pour toi, dans les projets, en jouant dans des projets américains et français? Ouais. Alors les projets sans dire que t'as préféré un ou non, mais moi j'adore les deux. Là cette année j'ai vraiment fait genre le grand écart parce que j'ai commencé en début d'année à tourner, enfin en fin d'année passée à tourner un film La Nonne 2. Oui. Grosse prod américaine, tout ça. Et 3 mois plus tard, je faisais un film ici en Belgique, un premier film. Donc j'ai vraiment fait le grand écart, tout ça. Et je me suis beaucoup plus éclaté à faire le film en Belgique que de faire La Nonne 2. Même si j'ai adoré faire La Nonne 2. Je dis pas le contraire. Mais je suis revenu dans les bases, là, en Belgique, où c'est juste fun de faire un film, où c'est que des jeunes dans la technique, où tu sens vraiment une réelle passion. Ouais. Tandis que parfois, sur des grosses prods, on sent les gros cadres qui viennent faire leur taf, mais il y a pas la bière du vendredi soir. Il y a pas tout ça, il y a pas cette ambiance, cette passion. Tandis que voilà, sur ce film belge que j'ai fait, c'était juste, c'était une vraie équipe, et c'est ça qui fait du bien. Ok. Et c'est quoi le premier film américain dans lequel t'as joué? En fait, c'est un film Besson, mais du coup c'est un film français. Donc c'est Malavita, mais bon, il y a De Niro, il y a tout ça et tout. Et puis il y a Too Late to Kill où c'était réalisé par McG, mais même chose, c'est EuropaCorp. Donc c'est une production française. Donc le vrai premier film ricain que j'ai fait, c'est La Nonne. Ok, et t'as vu une différence vraiment dans, je veux dire, l'atmosphère à la... Oui, c'est clair. Il y a déjà une différence entre Belgique et France. Et il y a encore une autre différence avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est carré. C'est carré, mais sur un plateau, il va y avoir 150 personnes. Tu sais pas ce que font les 100 personnes en trop. C'est un truc de fou. Il y a que 50 personnes qui bougent. Le reste, ils bougent pas, mais ils sont là. Il y a trop de monde. C'est genre, et c'est un peu perturbant. T'arrives sur le plateau, il y a 40 personnes qui grouillent autour de toi, tu sais pas ce qu'ils font. Mais par contre, c'est carré. C'est genre, il y a pas de place à l'erreur, ça va très vite, les horaires sont respectés. C'est des journées plus longues aussi aux États-Unis. C'est des journées de 12 heures. Alors qu'en France et en Belgique, c'est 10 heures. Donc les journées peuvent être très longues, mais c'est tellement carré et bien foutu que franchement, ça c'est cool. Ou contrairement en France, c'est plus bordélique, mais il y a le côté un peu plus passion et un côté plus... on laisse plus la place au hasard un peu en France et en Belgique, ce qui fait aussi du bien. Il y a ce côté plus aventure, alors que aux États-Unis, c'est tellement carré que t'as l'impression que tu vas au bureau. Et pour toi, c'était impressionnant ou pas? Ouais. Ouais, quand même. Ouais, c'est clair, c'est hyper. Des fois, je me demande, parce que même si c'était La Nonne Amérique, t'as déjà avec Luc Besson, t'as déjà avec De Niro, enfin, y a quand même. Est-ce que ça reste quand même impressionnant? Non, c'est clair. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Luc Besson, j'avais quoi? J'avais 20 ans, je crois. J'avais 20 ans entre les prises, je jouais au basket avec Luc. Je savais, j'aurais dû jouer au tennis à 15 ans. C'était ma chance. Ça doit être vraiment... Ah non, mais c'est ouf, tout part de là en plus. Parce que sans ce tournoi de tennis et sans ma mère qui trouve cette annonce, je suis pas comédien aujourd'hui, je pense. C'est pour ça que je joue maintenant. Je me dis qu'il est jamais trop tard. Jamais trop tard. Je crois qu'on va faire Élève libre, donc le film que j'ai fait à 15 ans. 2. Si tu vas reprendre mon rôle, je suis sûr qu'il y a moyen. Je vais jouer un gars de 15 ans. Non, c'est 15 ans plus tard. Ah, tu vois il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Il y a eu une transformation. Ok, mais du coup, pour revenir un peu, là, tu termines l'école de Luc Besson. Après, c'est quoi un peu... Donc, tu sors d'une école de réalisation. C'est quoi un peu après? Tu continues les castings en même temps? Je fais les castings en même temps. Je tourne d'ailleurs dans Elle. En même temps que ma deuxième année chez Luc Besson. Et là après l'école, c'est un peu le grand saut, c'est genre il y a plus d'études, on peut plus se cacher derrière les études, genre on se lève le lundi matin, on va à l'école. Non, là c'est on se lève le lundi matin et c'est un peu le trou noir. C'est on fait nos projets avec nos potes, on se démerde un peu et sinon on attend les castings et on croise les doigts pour être pris quoi. C'est un peu compliqué quand même.
Ça doit être stressant. C'est ça qui est dur dans ce métier-là, en fait. Ouais. C'est que quand tu travailles pas. Quand tu travailles pas, tu travailles. C'est un peu ça. Dans ta tête, je parle. C'est psychologiquement dur quand tu travailles pas. Quand tu travailles, tu fais ta passion, tu te régales. Et est-ce qu'il y a vraiment ce truc de, un peu, allez, pas de popularité, mais dans le sens où on voit que t'as joué avec Luc Besson, que t'as fait ça, et donc forcément, on pense un peu plus à toi, ou pas du tout, en fait? Moi, j'ai pas vu ça dans ma carrière à moi, j'ai jamais ressenti ça. Ok. Donc la nonne 2 n'a pas encore d'impact incroyable sur toi? Absolument pas, la nonne 1 n'en a pas eu non plus. Ok. Si ce n'est les followers sur Instagram, j'ai beaucoup de Brésiliens, Brésiliennes, Philippins, Philippines, beaucoup de ces pays, mais genre, presque pas en France. Je crois que le film a beaucoup plu, genre en Amérique du Sud, en Indonésie. Voilà. Donc j'ai eu des photos de femmes nues, j'ai eu des photos de zizi sur Instagram, tout ça. Voilà. Ça m'a apporté beaucoup de ça, mais pas énormément de choses en termes de taf. Okay. Voilà. Mais du coup, t'es en France, tu passes des castings en France. Tu vas aux États-Unis passer des castings aussi, en fait. C'est comme ça que j'ai eu la nonne 1. C'est en faisant un premier voyage aux États-Unis. J'avais déjà un manager là-bas qui m'avait repéré dans 3 Days to Kill. Okay. Il m'avait il m'avait envoyé un message sur Facebook. Ouais. Donc au départ, je me dis, c'est qui ce mec-là qui me contacte sur Facebook, un manager américain. Je me dis, mon cul. Je travaille avec les plus grands, mais que sur Facebook. Il y a Matt Damon, il est là, dans la conf d'en dessous. Et du coup, j'accepte. Et du coup, on bosse ensemble pendant 2-3 ans, mais sans jamais l'avoir rencontré. Et je me dis, bon, il est temps que j'aille aux États-Unis. Je pars 1 mois tout seul. J'ai un casting, c'est la nonne. Et je suis pris. Tu parlais déjà anglais? Ouais. Ça aide. Un peu en Afrique, ça aide toujours. Ouais, ça aide un peu. Ok. Ouais. Et du coup, t'as quand même un projet de te développer là-bas ou pas du tout? Je l'avais, plus maintenant. Pourquoi? En fait, j'ai fait la nonne. La nonne est sortie. Mes agents américains et mon manager m'ont dit, viens pendant 3 mois, on va te faire passer des castings, tout ça. J'y suis allé pendant 3 mois. C'était les 3 mois les plus hardcore de ma vie. J'ai pas eu un rendez-vous, j'ai pas eu un casting. Et je me suis dit, j'ai plus envie de vivre ça. Ok. Et j'ai été à Los Angeles, j'ai vécu pendant 3 mois à Los Angeles, j'ai aucune envie de vivre là-bas. On est très chanceux d'être européens pour moi. C'est vrai, j'ai pas y a pas le truc de Los Angeles? Non. J'ai pas kiffé pour un saut. C'est quoi qui te déplaît là-bas? Tout est trop grand. Il y a toute la communauté de Los Angeles qui est en train de te lâcher. Là. Non, mais je dis la vérité. Chacun son truc, tu vois. Moi, il y a une cousine à moi qui habite là-bas, qui a adoré pendant 10 ans. Ouais. Bon. Et c'est 3 mois là-bas, c'est très étendu. Tu prends de la bagnole, tu fais de la bagnole tout le temps. Les relations sont très basées sur le travail, sont très basées sur qu'est-ce qu'il peut m'apporter lui. Ouais. Ah, s'il peut m'apporter quelque chose, eh ben, on va bien s'entendre, mais sinon, il m'intéresse pas. Ok. Les communautés sont très, sont très voyantes. C'est-à-dire que les Français sont avec les Français, les Ricains avec les Ricains, okay. les Coréens avec les Coréens. Enfin, ça sent beaucoup ça. Et c'est très, je trouve ça très, c'est quoi ce mot? Pourquoi je ne l'ai pas? Faux. Très faux. Voilà, on va dire ça comme ça. Faux. Très Okay. faux. Voilà. Mais t'avais pas ce truc quand même, parce que ça t'est arrivé en France aussi, de avoir des périodes où ça se passe mal, t'as des noms où t'as quasiment pas de rendez-vous. Là, ça t'arrive aux États-Unis. Certes, t'aimes pas habiter là-bas, mais tu te dis pas, bon, ces 3 mois, ça a pas fonctionné, mais si je tente peut-être une deuxième fois, ça peut se passer totalement différemment. Complètement, mais je préfère me dire que ils viendront me chercher plutôt que moi j'allais les chercher. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je me dis peut-être que ça marchera comme ça, tu vois. Okay. Et franchement, je suis très heureux ici. Ouais. J'aime beaucoup. Et quand je te dis, j'ai du mal avec le cinéma français. En tant que spectateur, ouais. Mais en tant qu'acteur, je trouve ça beaucoup plus intéressant, les projets en France et en Belgique, qu'aux États-Unis. Plus intéressant, en termes de jeu. Ok. En termes d'interprétation. Ah, t'as l'impression qu'aux États-Unis, non? Je trouve qu'aux États-Unis, le jeu des acteurs se ressemble énormément, je trouve. Il y a quelque chose, tu vois, les acteurs qui cartonnent, à savoir, je sais pas, par exemple, je vois Ryan Gosling, ouais. Il cartonne. Pour moi, il fait tout le temps la même chose. Parce que oui, non, moi je pense pareil. C'est une manière, c'est une manière américaine de jouer. Le côté genre hyper, on en fait un minimum. Ouais. On fait jouer le charisme et les pectoraux, mais au final, moi ça me saoule, ça me gonfle.
Ok, non, je vois ce que tu veux dire. Oui, moi, j'ai l'impression qu'il y a un acteur pour un type de film. Ouais. Par exemple, si je pense à, je vois le type de film et je vois où Denzel, j'adore Denzel, mais je vois où Denzel va tomber et son charisme incroyable. Je peux rien dire sur Denzel. Là, je sens que Denzel, là, je peux pas le toucher. Là, je suis en train de... Mais c'est vrai que pour moi, je vois aussi les catégories. Je le dis souvent que j'aime bien un acteur, mais que il joue dans une catégorie de film. Ouais. Et souvent, c'est la même chose. Et puis, même dans une autre catégorie de film, il fait la même chose que dans l'autre. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Donc oui, ok, ça doit être plus... Je trouve que enfin après il y a des rôles magnifiques dans le cinéma américain évidemment, et puis je trouve que ils ont pas peur de faire des gros portraits, d'aller loin dans les interprétations, de vraiment se déplacer et tout ça. Enfin, les meilleures prestations sont américaines ou anglaises, enfin sont anglophones pour moi. Mais je trouve qu'on va de plus en plus dans un jeu très intime. On a peur de se déplacer, si ce n'est je trouve les grands acteurs comme je sais pas Joaquin Phoenix qui va à Donf ou tout ça. Mais mais je trouve que la jeune génération est très 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 mono sourcil. Ok, t'as pas l'impression que c'est lié aussi au réalisateur, dans le sens où il y a des projets qui sont un peu plus, où on permet plus de palettes différentes que ça peut. Ouais, peut-être. Je me suis pas posé la question, donc je sais pas trop. Mais c'est vrai que je trouve par exemple qu'un réal comme Denis Villeneuve qui fait des films très beaux a tendance à demander à ses comédiens d'être très stoïques. Ok. Je trouve. Si ce n'est Prisoners, où là les acteurs sont ouf. Mais par exemple Sicario. Alors que je trouve que les images sont belles et tout, mais il y a quelque chose de, en fait, c'est tellement carré, c'est tellement magnifique, c'est tellement tout ça qu'on a presque, comme si c'était des tableaux à chaque fois. Mais du coup, pour moi, il manque de, je sais pas, de corps à ces derniers films. Ok. Alors que pour moi, ces films sont juste exceptionnels, hein, ils sont beaux et tout ça, mais il manque, ouais, je sais pas de trip, quoi. Okay. Et là maintenant, dans ce que tu cherches quand tu passes des castings, etc. Enfin, est-ce que t'en passes encore beaucoup ou pas? Je sais pas c'est quoi un rythme. En ce moment, c'est calme. Genre, il y a des périodes en fait. Il y a des périodes où tu vas en passer 5 dans le mois et il y a des périodes où t'en as pas pendant 3 mois. Ok, parce que vu que je me pose toujours la question, vu que c'est ton travail, je me demande toujours est-ce que on court toujours après le casting, est-ce qu'en fait non, c'est qu'il y a des périodes. Est-ce que quand on sort d'un bon film, on se dit ok, maintenant je me prends une petite pause. Comment ça... Franchement là, après le tournage du film belge que j'ai terminé en mai, j'ai appelé mon agent, je lui ai dit je veux pas tourner cet été parce qu'il y a mon fils qui va naître et j'ai envie d'être là pour la fin de grossesse de ma chérie et le premier mois de mon fils. Donc j'ai dit stop les castings, mais c'est la seule fois où j'ai demandé ça évidemment. Parce que sinon, ouais, j'ai soif de travail, j'ai envie de bosser et tout. Mais non, moi, tous les castings qu'on me propose, en général, je les fais. Sauf si le projet, je l'aime vraiment pas et tout ça, mais c'est rare. Et, mais je me suis aussi dit, le confinement m'a calmé un peu sur ça, sur la course au casting. Parce que je trouve que quand on veut trop quelque chose et quand on pense qu'à ça, ça vient pas. Alors que quand justement on se détache un peu, les choses viennent à nous. Il y a un côté un peu énergie, un peu comme ça, je trouve. Et ça m'a fait le coup plusieurs fois. Donc, j'essaye de me relâcher. Si j'ai pas de casting pendant 2 mois, c'est pas grave. Ok. Bon, c'est qu'il est temps de faire autre chose. Ok. Et là, maintenant, ça fait plus de 15 ans que tu fais ça, du coup. Ouais. T'es déjà un ancien dans... Je suis un ancien. dans le cinéma. Je suis un ancien. Ça t'amuse toujours autant? Ouais. Ok. Ouais. T'as l'impression de le voir différemment? Forcément, il y a 15 ans, t'as appris plein de choses, mais je veux dire, tu pensais que ça allait autant t'amuser ou tu pensais que ça allait t'amuser plus? Ou est-ce que non, tu dis, j'aurais pas dû la franchement, quand j'ai fait ce premier film à 15 ans, je savais pas du tout ce que je faisais, en vrai. Ouais. J'avais pas cette expérience, j'avais pas ce truc de genre, je veux être comédien, je veux en faire ma vie, il faut absolument que je cartonne dans ce film pour que ce film m'apporte d'autres films. J'ai juste fait ce film en kiffant et genre en ratant 2 mois l'école. Ouais. Tu vois, il y a ce truc-là. Là, aujourd'hui, maintenant, chaque prestation, je me dis, allez, il faut que je donne, enfin, il y a un vrai travail derrière, il y a une vraie prépa, il y a un vrai truc, parce qu'on se dit à chaque fois ce projet-là peut être le dernier.
Okay. Ça t'est pas arrivé très tôt? Parce que certes, à 15 ans, bah, ça tombe dessus. Mais je pense que, enfin, j'aurais cru comprendre qu'à partir du moment où tu pars en France, ah oui, c'est clair. Et tu commences déjà à te le dire, bon, c'est encore très jeune, mais tu commences déjà à dire, bon, ok, si je veux faire ça, ah ça oui, va pas bien être. sûr, bien sûr. Oui. Mais après, maintenant, je suis un peu plus, je sais pas comment dire, plus relâche, plus, parce que je trouve que quand on arrive sur, enfin, quand on est devant la caméra et qu'on est plus tranquille dans son corps et tout ça, en fait, c'est beaucoup de prépa pour ensuite sur le plateau être tranquille. Ok. Donc moi, j'essaye de faire un maximum de travail en prépa. Ok. Et prépa, enfin, tu te prépares. Pour toi, il faut une grosse préparation à un rôle? Ça dépend quel rôle. Ok. Vraiment, ça dépend le rôle. Et tu te prépares tout seul? T'as des gens qui t'aident? Ça dépend. Genre par exemple pour Marie-Antoinette, pour Canal+, j'ai travaillé un petit peu à côté. Ok. Déjà pour l'accent, il fallait que je m'approche au maximum d'un accent anglais. Comme c'était un truc d'époque en costume, je voulais un peu travailler une sorte de posture, tout ça, aussi un parler, tout ça. Ouais. Mais par exemple pour la nonne, j'ai pas travaillé à côté. J'ai travaillé le texte et tout ça. Genre j'ai travaillé un peu l'évolution de mon personnage, mais j'ai pas travaillé physiquement ou quoi que ce soit. Pour le film belge, ça a été plus un travail physique où je me dis tiens, enfin un travail aussi avec l'équipe technique où je me suis dit je veux qu'il ressemble à ça le personnage. Donc on a décidé de me teindre les cheveux, de me percer l'oreille, de me faire un look vestimentaire complètement, enfin qui me ressemble absolument pas. Et du coup ça va être un travail en amont avec l'équipe technique, avec le réalisateur, chef costume, chef maquillage, tout ça. Ok. Mais on parlait un peu des Américains du coup qui avaient souvent qu'on associe souvent à un rôle et qui font le même. Toi, tu penses pouvoir jouer à peu près tout? Ou pouvoir te préparer à jouer à peu près tout? Comment est-ce que... J'ai envie de dire oui, mais putain, j'ai envie de dire oui, mais je sais pas si j'ai la prétention de pouvoir dire je peux faire ce que comment il s'appelle, Matthew McConaughey a fait dans Dallas Buyers Club. Ok. Je sais pas si j'ai la prétention de pouvoir dire je peux faire ça. Mais je me pose la question parce que je me dis des fois, est-ce qu'on peut te proposer quelque chose et que le projet t'intéresse, mais que tu te dis juste le rôle, je peux pas jouer. Mon cul, ça, à chaque fois, je dirais oui. Ah, okay. À chaque fois, je dirais oui. Ah bah, bien sûr. À chaque fois, je dirais oui. Okay, je vais si trembler, possible. je vais transpirer, mais je vais me préparer grave pour le faire. Okay. Mais jamais je vais dire non à un projet parce que j'ai peur. Et c'est quoi le rôle qui t'a demandé le plus de préparation jusqu'ici? Bah, je dirais, je dirais justement, bah, le film que j'ai fait là en Belgique, qui s'appelle La Nuit se traîne. Ok. Où je joue un personnage, une sorte un peu de chien de la casse, un peu toxico, qui dort dans la rue, tout ça, une sorte de malfrat un peu toujours un peu bourré, toujours avec sa clope au bec. Ok. Est-ce qu'il y a, moi je suis fan de ce type d'histoire, même si c'est pas forcément. Est-ce que c'est vrai que des fois, enfin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une réalité pour toi que quand tu te prépares beaucoup à jouer un rôle, forcément c'est pas toi. Est-ce que des fois ça laisse des séquelles, mais t'es pas à l'aise. Enfin, tu peux ne pas être à l'aise à. Je pense que ça peut arriver. Moi, non, parce que j'ai pas envie d'infliger ça à ma chérie. Ok. Parce que je pense que, enfin, je sais pas, moi, quand je rentre chez moi, j'ai envie d'être in love avec ma meuf. J'ai pas envie d'être ce personnage-là. Ouais, t'as pas l'impression que tu le remarques pas? Enfin, non, il y a ceux qui abusent et qui disent à partir de maintenant vous m'appelez comme ça, je me comporte comme ça. Ça voilà, vois, on a le chat, le bœuf, etc. Non. Mais est-ce que t'as pas l'impression que ça peut être aussi des fois un peu plus subtil que ça? Ça fait juste des mois que je me prépare à faire ça, que je travaille cette posture-là. Forcément, ça a un impact sur. Bah moi, franchement, j'ai l'impression de réussir à diviser ça. Ok. Après, j'avoue, j'avais passé un casting pour jouer un serial killer. J'avais juste passé le casting, hein, mais j'avais regardé tous les interviews, j'avais essayé de prendre sa posture, sa manière de parler et tout ça. Et rien que de faire ça, ce casting, la préparation et de faire le casting, j'étais déprimé. Ok. Et je me suis dit, si j'avais été pris pour faire ça pendant 6 mois, ça aurait été dur de vivre une vie hyper zen à côté. Ok. Parce que c'était hyper prenant. Ah, ok, donc ça peut même arriver. Le projet Netflix Jeffrey Dahmer. Oui. J'avais passé le casting pour ça. Et c'était franchement hardcore de passer le casting. C'était dur, en fait. Fou, ça. Tu te dis, putain, je dois jouer ce perso. Comment t'arrives à apprécier ce personnage, en fait? Ok. Je me posais la question parce que je regardais, c'est, Snowfall. Je regardais Snowfall, ça, c'est vrai. Et je regardais, en fait, juste,
Damson Idris expliquait juste que pour la dernière saison, les 2 derniers épisodes, il s'est mis dans un état d'esprit parce qu'il voulait clôturer la série super bien. Et il a appris 6 mois à s'en remettre. Du coup, je me disais, est-ce que Snowfall, mais je vois pas ce que c'est Snowfall. Snowfall, c'est par celui qui a fait Boys in the Hood, j'ai oublié son nom, il est mort. Et c'est une série sur l'arrivée du crack aux États-Unis. Ok. C'est un peu ça. C'est sur quoi, ça? C'est sur Snowfall, je vois. j'ai oublié c'est sur quoi. J'ai oublié c'est sur quoi. Je l'ai pas. Okay. Mais c'est une super bonne série, 6 saisons. Ouais, je tiens à dire parce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui est fan absolu de cette série. Si normalement quand on dit Snowfall il apparaît, mais mais du coup je me posais la question si justement sur un aussi court laps de temps, mais là par exemple t'expliques que sur justement la préparation au casting ça peut t'arriver donc. Ouais. Moi je suis sûr que ça peut arriver et je pense que quand des acteurs font une dépression ou genre ont du mal à sortir du truc, c'est réel. Okay. Mais je pense qu'il y a des acteurs qui poussent le curseur plus que moi. Et tu t'es jamais dit, enfin, tu veux faire la séparation, mais je suppose que c'est challengeant comme le sport, etc. Tu te dis pas, faut que j'aille plus loin. Comment moi, j'ai aucune idée, je suis pas acteur, mais j'ai l'impression que si je devais être acteur, je voudrais ne pas m'arrêter pour être sûr de au moins un peu bien jouer. Je crois que j'ai jamais eu le rôle qui me permettait de faire ce travail-là non plus. Ok. De devoir absolument rentrer dans un truc. Je pense que si un jour j'ai besoin de le faire, je le ferai. Ok. Je pense aussi que j'aurais pas envie de faire 20 rôles comme ça, parce que, encore une fois, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ma vie personnelle, surtout depuis que mon fils est né. Acteur, ça reste un taf. Okay. C'est un taf passion que j'aime, tout ça, et je le ferai toujours avec le cœur et tout ça. Mais le plus important, c'est ma vie à côté, en fait. Ok. J'avoue. Et quand on parle de passion, moi j'ai envie de le dire quand même, c'est mon instant. T'es fan d'Harry Potter. Ouais. Comment ça se fait? Pourquoi? Mais alors, c'est quoi la raison? Alors, à la lecture, à le regarder, comment ça se passe? C'est bizarre parce que, alors, lecture, j'ai jamais lu les Harry Potter. Donc, dire que je suis un... J'ai lu les 2. T'as lu les 2 premiers? Donc, je dis des fois que j'ai lu un Mais peu. tu vois, bizarrement, quand j'étais petit, alors, j'aimais bien les premiers. Ouais. Jusqu'au 4. Okay. Après 5, 6, 7, ils m'ont saoulé quand j'étais petit. Et avec ma chérie, on s'est dit, vas-y, on se les refait. Ok. On se les refait, je crois, il y a 10, 11 ans, à la période de Noël. Ouais. Les 8. On était comme des gamins. J'adore. Tous les ans. Et on se les fait tous les ans à Noël. On se fait les 8 films. Tous les ans. Et en plus, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Et je dis, j'adore parce que je commence et ça me met dans une vibe un peu enfant, les premiers. Ouais. Et après tu vois même au générique, le Warner Bros. Ouais, il y a le serpent. Ouais. Je dis, mais là, là, je me dis, là, je suis fan de je joue aux jeux vidéo. Mais grave, moi aussi, j'avais le jeu vidéo, le premier sur la PlayStation 1. Mais là, le nouveau, là, il est trop bien. Ah ouais, le Hogwarts Legacy. Mais j'ai fait chier ma meuf. Là, j'ai joué, je ne m'arrêtais plus. Mais en fait, moi, avec ma chérie, on est tous les deux très, addicts. On a été fumeurs longtemps, on n'arrivait pas à s'en détacher, tout ça. Mais genre, je lui ai dit quand le jeu est sorti, s'il te plaît Loulou, on achète une PlayStation, on achète que ce jeu-là. Pendant ta grossesse, on n'a rien d'autre à faire, on chill et on joue. Elle m'a fait Joe, si on fait ça, on ne sort plus. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Et moi je le savais, mais je voulais me sacrifier un peu pour pouvoir faire partie d'une maison. Ouais. Et en plus c'est vraiment trop bien fait. Le jeu est trop bien fait, vraiment. Je vais craquer. Le jeu est trop bien fait, les saisons. Je crois que j'ai peut-être craqué, c'est pas possible. J'ai un putain de vidéo proche en plus. Est-ce que t'as ça y est, je me casse. On va mettre des scènes d'Harry Potter en fond. Est-ce que t'as un perso avec qui t'accroches particulièrement dans Harry Potter? Un perso que j'adore dans Harry Potter. Moi, j'adore, la plus belle histoire de Harry Potter, il y a Longbottom, Neville. Ouais. Je trouve que son histoire, elle est géniale. Et Snape. Neville pas assez développé, moi, je trouve. Tu trouves? Moi, je trouve que ça s'arrête. Moi, j'adore. Tu vois l'évolution à travers les films. Ouais. Au départ, tu sais, dès le premier, genre, c'est lui qui veut les bloquer et finalement,
bon, il se fait Frozen et voilà. Mais à la fin, c'est lui qui coupe la tête de serpent, c'est lui qui se rebelle. Et je trouve que son personnage, il est fou parce que tu le vois pas arriver. Ah non, je trouve que c'est bien dans le développement, mais je trouve juste que j'ai l'impression de revenir et que genre il a un peu changé. Et puis ils en parlent pas. Et puis tu reviens et puis il a un peu changé. Moi j'adore son évolution, je kiffe, il est tout mignon, j'adore. Et sinon c'est Snape, la plus belle histoire, c'est Snape. En vrai. La révélation. Dans le film 8, la révélation, elle est dingue. C'est vrai. Tu t'y attends pas. C'est le meilleur. Moi, j'ai quand même un truc, Voldemort, comme tous les fans, là, on regardait les fausses bandes annonces d'un film sur Voldemort. Moi, c'est... Toi, c'est Voldemort? Voldemort. Ah, toi, t'es pour Voldemort, en fait, Ok, d'accord. En fait, non. C'est celui qui m'intrigue le plus. Parce qu'en fait, on le voit à un instant T, on le voit revenir. Très peu d'infos sur avant, c'est chuchoté un peu à une époque où on avait tous peur. Et du coup, t'as une scène, quand il y a Dumbledore, où tu le vois quand il était petit, là. Ouais. Et t'es là, mais je veux savoir un peu... Plus. En fait, c'est ça qui me... il est petit, je vois déjà quelqu'un de mort. Mais il faut que tu lises les livres. Ouais. Je pense que t'auras plus d'infos. Oui, surtout, ça, on m'a dit, même sur la famille de Dumbledore, dans le film, on le voit simple. On m'a dit, en fait, il est plus compliqué que ça, etc. Ouais. Mais en même temps, j'aime tellement voir ce film. Je sais pas si j'apprécierais autant lire. En fait, c'est dur. Il aurait fallu faire l'inverse. Commencer par les livres, en vrai. Mais bon, c'est vrai que quand t'as vu les films, tu te dis, ouais, mais est-ce que je vais me taper 350 pages, le truc que je connais? Et puis c'est aussi des habitudes. Il y a souvent, des sagas, je fais ça. J'étais petit, je regardais en français. Donc, le 1, j'ai envie de voir, Harry Potter qui dit Little Whining en français, et après j'ai envie de changer. J'ai des réflexes où tu regardes en français, oui, mais parce qu'il y a moins d'enfants qui a vu Harry dire ça en français, et après ça évolue, mais pour moi c'est top saga, ça. Ouais. Avant c'était ça et Matrix jusqu'à ce qu'ils détruisent Matrix, mais pas de souci. Moi Matrix, je crois que, en fait, je veux toujours me refaire les 3, et à la fin du 2, je m'arrête parce que je comprends rien. Ben j'ai vu le 4 au marathon. Et là, c'était un cauchemar pour moi. Ouais. Là, j'ai vraiment... Le 4 qu'ils ont fait il y a 2-3 ans, là. Ouais. Or que je suis très fan, hein. Vraiment, il y a Harry Potter, il y a ça. Il y a étrangement pour moi Blade, à cause de mon enfance. Okay. C'est marrant, je l'ai rematé le premier il y a 5 mois. Sur le tournage de la nonne. C'est juste un kiff, Blade. Je sais pas, j'accroche vraiment. Ouais. Mais Matrix, je kiffe vraiment beaucoup. Et le 4, j'ai vu le marathon. Et en fait, il y a une réaction qui était symbolique du marathon. On regarde les films. Et le 4 se termine, et il y a un monsieur qui se lève, vraiment, on sent que c'est fini, mais c'est pas fini. Il y a un monsieur qui se lève, et il crie juste, rendez mon argent. Il crie ça, il y a le silence, il crie juste ça. Et là, c'était tellement symptomatique que tout le monde était d'accord. Personne n'a râlé, mais c'était vraiment pour moi, il y en a 3. Moi, j'ai tourné 1899 en Allemagne, juste après le tournage de Matrix 4 qui était dans les mêmes studios, donc il y avait beaucoup de l'équipe technique qui avait fait Matrix 4 sur la série que je tournais. Et pendant le tournage, ils avaient l'avant-première de Matrix 4, ils sont tous revenus le lendemain. Non, ça c'est moi c'est fou qu'ils aient laissé ça sortir. Ouais. C'est fou. Ouais. Pour moi c'est fou. Mais oui, mais elle était toute seule. La sœur, oui, il manquait la meilleure partie de la famille, apparemment. Apparemment, il manquait la meilleure partie. Parce que là, c'est clair. Alors que je suis très fan. En plus, c'est fou parce que moi, Matrix, souvent, je l'associe, il y a toute une histoire dans Matrix, même les personnages par rapport à la Bible. Il y a une super prépa, en fait, sur le film. Et au cas, il y a plus. Ouais. Ça se voit, ils ont juste dit, bon, nous, on avait la prépa jusqu'au 3. Ouais. On nous rappelle, je sais pas combien d'années après, on va délivrer, mais cherche pas le nom des personnages, ça veut pas dire, il y a plus de signification. Là, on va juste faire un bon film, une petite guilde, là, à côté de Kenny Reeves, et puis voilà. Putain. J'ai même pas voulu le voir. Ouais, non, mais je regrette. Pour moi, il n'existe pas. Ok. Est-ce que t'as d'autres sagas dont tu... Le Seigneur des Anneaux, on adore se la refaire avec ma chérie. Hobbit aussi? Non. Les 3 Seigneurs des Anneaux. Hobbit, on se les a jamais refait. À chaque fois, je dis, bon, on réessaye ou pas? Et elle me dit, non. Ou alors, en fait, il faudrait qu'on se les fasse avant le Seigneur des Anneaux. Ok. Parce que le Seigneur des Anneaux, c'est tellement mieux. Ouais. C'est tellement plus fort. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Le Hobbit, il faudrait qu'on réessaye, en vrai. En fait, moi aussi, Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux aussi. Ouais. J'ai pas vu la série, j'ose pas. Moi, je l'ai vu. Pas. Voilà. Je l'ai vu. Alors, j'ai adoré certaines choses. Oui. J'ai détesté d'autres. Franchement, en termes d'image, c'est magnifique. C'est le scénario qui est un peu. Et il y a quelques choix de personnages qui sont là. Bon, vous allez un peu trop loin, les gars. C'est un peu trop cucu. Okay. C'est un peu trop tout ça.
Voilà, mais c'est dur, hein. T'as fait un chef-d'œuvre comme les 3 premiers, c'est dur de faire mieux. Hein. Mais Hobbit, ils vont refaire le Seigneur des Anneaux, la série. Ils vont refaire tout. Ils vont pas faire de la saison 2, ils vont refaire ce qu'ils ont fait. Ils vont remettre 1 milliard et ils vont refaire un truc. Jeff, il est dans son bureau et signe à tout va, là. Ah oui, ok. Ouais. Mais moi, Hobbit, j'ai quand même accroché, hein. Moi, il faut que je revoie. Et puis, en fait, moi, j'ai accroché surtout. C'est marrant parce que Seigneur des Anneaux, j'accroche pour tout. Ouais. Et puis, Hobbit, j'accroche surtout avec la bande son. Ah ouais. J'aime bien. Ed Sheeran, il a géré ça. Icy Fire. Ed Sheeran, il a trop bien géré. Bien sûr. Je sais pas, il y a un truc avec les moments où le son arrive et je me dis, en fait, Hobbit, je crois que c'est un cran en dessous en termes de histoire, réalisation que Seigneur des Anneaux, mais il y a une combinaison où déjà c'est beau parce qu'il y a une nouvelle technologie et le son qui vient se caler là, c'est. J'avoue que je crois que c'est rare, mais genre à la fin, la chanson post-générique après le Hobbit, j'ai sorti mon téléphone pour faire Shazam. J'ai fait ça, pareil. Et Icy Fire et Sheeran, c'est devenu une de mes top chansons. Je la connais par cœur maintenant. Et moi, je l'ai même faite une fois en karaoké. Ah oui, monsieur. Ta deuxième passion. Ça, oui, c'est une passion. Karaoké. C'est ma passion aussi. Ouais. Mais je vois, si je dis Maxon karaoké, ça va pas. On va se faire une journée basket, film, tennis, Harry Potter, tennis, et hop, on termine en karaoké. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est une belle journée. Ça, c'est pas mal. Et en plus, le Icy Fire, je regarde la version du clip. Warner Bros, on voit la prépa avec Ed. Ouais, avec Ed, etc. Les petits airs, là, je me sens dans le studio, là. Ouais. Et je fais des petits airs avant, là. Ouais, c'est ça, c'est excellent. Bah, c'est vrai que Seigneur des Anneaux aussi. Ouais. Série, je vais essayer. Ouais. Je vais essayer la série. Mais comme on parle de saga, c'est un peu ma passion aussi. Il y en a 2 autres, c'est Retour vers le futur. Ok. Ça, c'est aussi un truc avec ma chérie, on est fan. Et les Aliens. Les 4 premiers. Ceux d'après, à partir de Prometheus, non. Mais les 4 premiers. Aliens, j'ai jamais... T'as jamais accroché? J'ai jamais accroché. J'ai jamais... Arrêtons d'en parler maintenant. J'ai jamais... Retour le futur, évident. Ouais. Sinon, ils m'ont menti que j'attendais des trucs volants. À tout va. Rien n'est arrivé. Ouais. Mais elles sont les baskets qui se lassent tout seuls. Elles sont là, 10 000, hein. C'est vrai. Elles existent. Ouais, elles existent. Ah, je savais pas. Elles existent et ils ont fait un modèle pour le basket aussi. Okay. Ils vendaient 500 €, je pense, avec 2 pattes pour les charger. Ah, que 500 €. Bah, donc, il y a beaucoup de films qui sortent. Mais il y avait les celles du film qui coûtent 10 000, je pense, un truc comme ça. Et qu'à chaque fois qu'on les achète, ça va à son association, etc. Mais ça a été difficile de les faire. Okay. Or que moi, je pensais que ça allait être un truc easy. Je me voyais déjà ils nous ont menti, quoi. Ouais, Zemeckis et Spielberg nous ont menti. Je regarde un peu ton truc. Ah ouais. Il y a du Marvel, hein. Il y a du Marvel parce que très Marvel. Ouais. Le gant. Du manga, parce que très manga. Après, c'est vrai que les 23 films de Marvel, c'est 23 hein, qu'ils ont fait, jusqu'à Endgame. Ben là, je suis en train de regarder la 47e série, là. Ah oui. Il y a beaucoup de trucs, là. Série et tout ça. Moi, je parle des 23 films. C'est ça qu'ils ont fait jusqu'à Endgame. Ouais. Ça, super fan. Je peux me les faire dans l'ordre, tout ça. J'adore aussi. Ouais. Et en plus, Infinity War, pour moi, meilleur film. Infinity War, c'est meilleur. Mieux que Endgame. Meilleur que tout. Ouais. Et Est-ce que pour toi, c'est ton meilleur film de super-héros? Non, Ah, punaise. Est-ce qu'on le dit à 3, notre meilleur film de super-héros, pour voir si on a le même? Ok. 1, 2, 3. Dark Knight. Watchmen. Moi, il était dur à regarder. J'ai aimé. Adoré. J'ai regardé en 2 fois parce que... J'ai adoré Watchmen. En fait, au début, je comprenais pas. Je comprenais pas. En fait. Oui, je comprends parce qu'il y a les différents temps, tout ça, ça passe dans le passé, dans le futur, dans tout ça. C'est vrai que c'est un peu. Regardez s'il n'y avait pas Christopher Nolan écrit quelque part. Putain, mais ils veulent nous casser la tête alors que c'est un film de super-héros, putain. Non, moi j'ai adoré les personnages, les acteurs, la DA, la musique, tout ça, j'ai adoré. Moi je suis un Dark Knight quand même. Dark Knight. Okay. Sachant que d'ici ils sont à côté là. Ouais. Au moins dans l'histoire ils ont Dark Knight. Mais ils ont réussi à faire effectivement les 3 Nolan, le Joker. Mais c'est vrai que ils arrivent pas à faire ce qu'ils ont fait avec Marvel, quoi. Bah, j'ai vu Flash, là, le nouveau. Waouh. Heureusement qu'il y a Keaton qui revient. C'est le seul truc qui est plaisant, le voir. Ça fait plaisir, mais waouh. Vraiment. En fait, ça se voit que tout l'argent qu'on leur a donné, ils ont dit,
s'ils disent qu'il y a pas d'effets spéciaux, par contre, là, ils mentent. C'est vraiment jusqu'au point où en fait, on dirait pas que c'est un film des fois. Quand Flash court, t'as l'impression que c'est un truc 3D et ça dure longtemps. Tu te dis ah ouais, là il y a que il y a plus personne sur le set là. Là c'est au PC là. Le pire qu'ils aient fait quand même, c'est quand même Black Adam. Mais en fait, Black Adam, je trouvais que c'était pas mal. Non, je t'interdis de dire ça, c'est le pire film du monde. J'ai été le voir avec un pote et on s'est tous les deux dit, en vérité. Ah non. J'ai bien aimé comment ça se battait pas mal. Ah non, j'ai détesté Black Adam. Non, ça c'est, en fait, à la fin, il y avait Superman. Et puis après, c'est vrai qu'il y a Superman. Vraiment, c'était fou de mettre ça, qui mettent un post, les gars, vous avez vu, je reviens, et puis qui disent, finalement, je reviens pas. Ça, c'est la pire com. Mais, je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était le pire. Là, il y a Blue Beetle qui est sorti, je sais pas. Ça, je pas mais Marvel, pour moi, c'est quand même, là, ils sont dans un petit creux, au niveau des séries, il y a plus rien, et films aussi. C'est un peu moins bien. C'est dur de se renouveler après les 23, après Endgame. En fait, la nouvelle phase, là, c'est un peu... En fait, ils refont la phase 1 avec des nouvelles personnes. Spider-Man, tu vas être Iron Man maintenant. Lui, ça va être... Il y a une série qui va sortir avec une fille qui a super intelligence, elle crée un robot comme Iron Man aussi. Et en fait, ils reprennent les rôles. Toi, tu seras un peu le Captain America. Mais en fait, il y a plus d'idées là. Alors que je trouvais que ça commençait pas mal. Par exemple, les Éternels, j'adorais. Ah, j'ai pas vu ça. Les Éternels, je me suis dit, waouh, là, il y a un vrai truc, l'histoire, voir, comment il s'appelle? Jon Snow dans Game of Thrones. Kit Harington? Attends, c'est Kit Harington ou c'est Robb Stark? Non, c'est Kit Harington. C'est sûr, c'est pas... Non, c'est Kit Harington. En plus, il prend une épée, ça va. Je le revois. Ah, ça t'a excité. Ouais. Oh putain, l'épée. Parce que grand fan de Game of Thrones. Ah bah oui, pareil. On s'est refait pendant la grossesse de ma chérie, on s'est tout refait. En un mois, je crois. Ah bah, tout refait aussi. House of Dragon, incroyable. Ah ouais? J'ai vraiment accroché. Moi, ça m'a saoulé, on s'est arrêté. Ah non! Non. Pour moi, quand tu fais quelque chose d'aussi... La régie pète les plombs, là. C'est vrai, putain. Elle est tout rouge, elle est en colère. Moi, je trouve que quand tu fais quelque chose d'aussi épique que Game of Thrones, tu peux pas faire moins. Et pour moi, House of Dragon est devenu hyper intime. C'est l'histoire d'une famille. Ça m'a saoulé. Pour moi, c'est pas moins bien, mais je me dis juste que Game of Thrones, ça commence aussi hyper lentement. Mais ça va dans tous les sens. Donc là, et par contre, à la fin, t'as pas fini, mais à la fin, il se passe quand même des choses incroyables, folles. Il faudrait que j'aille au bout. La saison 2, ça commence un peu à sentir Game of Thrones quand même. Il y a une 2 qui se fait? Oh, il y a une 2, ça a tellement bien fonctionné qu'il y avait une 2 directe. Après l'épisode 1, il y avait une 2. Mais c'était plus lent. Mais je trouve que ça jouait plus un peu sur... C'est vrai que c'était moins... En fait, ça fait bizarre de voir un truc issu de Game of Thrones qui est aussi centré sur un groupe. Parce qu'en fait, Game of Thrones, c'est tellement un côté du pays, l'autre côté du pays. C'est ça qui était trop bien dans Game of Thrones. Et je trouve que de repasser justement dans un truc hyper intime, une famille. Et en fait, je crois que j'en ai un peu marre de ce truc, de ce thème abordé dans House of Dragon, où c'est genre le papa roi avec sa fille aînée qui est censée être la reine, et hop, il y a un fils qui naît et c'est à lui d'être l'héritier. Et j'en ai marre de ce thème en fait. C'est son frère. Compris. C'est son frère. Oui. Ils sont un peu partis à côté. C'est mon occasion de dire que meilleur perso de Game of Thrones jusqu'à la fin des temps, Arya Stark, merci. Arya Stark? Arya Stark, meilleur perso pour toujours. Moi, j'adore Clegane. Clegane. Et j'adore parce que si j'avais été un personnage dans Game of Thrones, je pense que ça aurait été Jorah Mormont. Je l'adore. Il me touche. Il lui ont donné une fin quand même catin, moi je trouve. Ah ouais? Enfin, alors je trouve que sa fin, elle est un peu... Tu rigoles, il sauve la reine. Oui, mais bon, vraiment, dans une guerre où on comprend plus rien, ça fait 4 heures ça fait 4 heures que tout le monde meurt, et puis il y a lui qui meurt. Il y a que lui qui meurt. Il y a que lui qui meurt. Enfin, des personnages principaux. C'est ça. Moi, je trouve qu'il meurt bien, quand même. Quelle œuvre. Oh là là. Trop bien. Je trouvais qu'ils ont été très forts sur le coup. Moi, je suis ok de terminer sur Arya Stark et la mère du monde. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est pour Jorah, meilleur perso. Non, j'ai pas dit meilleur perso. Si moi, j'avais été un perso. Mais meilleur perso pour toi. Que t'as apprécié le plus voir à l'écran.
peut dire. Bah, moi, en termes d'évolution de personnage, je trouve que Jaime Lannister, il est ouf. C'est vrai, quand même. Le mec, ça commence, c'est un des plus gros bâtards. Et il termine, genre, je sais pas, il devient, je sais pas, il y a toute l'humanité, en fait, dans son personnage à lui, je trouve. Ok. Et, leur fils, là, merde, comment il s'appelle? Le plus jeune. Geoffrey. Geoffrey, il est exceptionnel. Oui, c'est vrai qu'il est pas mal. C'est le plus, mais c'est vrai que Tyrion aussi, j'ai pas dit, mais Tyrion. Ouais, mais Tyrion, tu vois, il y a quelques scènes où je trouve qu'il tire un peu sur la corde de l'émotion. Ouais. L'acteur, je parle. Et c'est un peu neuneux, la façon dont c'est écrit, parfois. Je trouve. Ouais, mais l'histoire, quand même. L'arbalète, son père. C'est ouf. Ouais, c'est quand même pas mal en termes d'histoire. C'est vrai que, et pour moi, ce que j'ai moins préféré au fil et que j'aimais beaucoup, bah, c'est Daenerys. Daenerys, ouais. Ça, bah, on est tous déçus quand elle décide finalement d'actionner son dragon et qu'elle brûle toute la ville, hein. On est là, mais pourquoi? Non. On t'a dit pendant 8 saisons de pas faire ça. Mais ça, en fait, sur la fin, c'est vrai qu'on oubliait avec le temps, mais la fin, c'était quand même, c'était en deçà de ce qu'ils ont proposé tout le reste. Ouais, mais c'est les 2 dernières saisons, ça part en couille. Même quand Cersei à la cave, là, elle meurt ensevelie par des Legos, là. Ouais. Par des Legos. Par du polystyrène. On sait tous que c'est du polystyrène, bordel. Oh là là. Et pour ceux en plus qui regardaient les épisodes dès qu'ils sortaient, on a tous vu la bouteille d'eau dans la guerre à la fin. Ils ont laissé une petite bouteille d'eau là, c'est pas. Attends, mais c'est pas dans la scène aussi où je crois, tu sais, c'est Robb Stark qui est, non pas Robb, Jon Snow qui essaye avec la petite fille et il y a plein de bouteilles d'eau posées dans le décor. Aussi, oui. Et à la fin aussi, la dernière réunion où ils disent on élit Bran. Ouais. Comme eh ben il y a aussi derrière le pied d'une chaise ils ont un truc avec des bouteilles. Ça c'est les acteurs, ils ont pas une heure à se déplacer et puis ils sont humbles, ils demandent pas à la régie tiens prends une bouteille d'eau, du coup ils la cachent. Et hop, ils sont baisés. Ouais. Et je me souviens, j'avais vu un truc super drôle et ça, je pense que je vais terminer sur ça, c'est Bran a tout vu sauf cette bouteille. Il a le passé, le futur, mais il a pas vu la bouteille d'eau. Bon, c'est pas mal. Mais merci d'être venu. Merci à toi, merci à vous. C'était incroyable. Et Merci. On se revoit au prochain épisode, les gars.